Oui. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'END, l'école de management. Nous sommes très heureuses dans le cadre de notre association Homemade de vous accueillir à nouveau ce soir pour réfléchir sur un sujet qui nous touche de près ou en tout cas qui ne tardera pas à nous toucher. Merci Anne Coffinier d'être venue nous éclairer sur ce défi que représente l'éducation pour la nouvelle génération que l'on appelle communément la génération Z. Oui, quelle école proposer à des jeunes accueillis par le monde du digital, le monde de l'instantanéité. Donc Anne Coffinier, vous êtes normalienne et énarque. Vous avez commencé votre carrière au Quai d'Orsay en tant que diplomate. Donc votre intérêt pour l'éducation ainsi que le constat de l'absence de liberté réelle dans l'enseignement vous ont conduit à vous engager pour l'éducation. Donc en 2004, vous avez créé l'association Créer son école. Par ce biais, vous encouragez la création d'écoles libres. De cette association est née en 2008 la Fondation pour l'école, reconnue d'utilité publique. En 2007, vous avez également créé l'Institut libre de formation pour les maîtres, donc, qui prépare au métier de maître d'école dans les écoles entièrement libres. Donc, nous vous donnons sans plus attendre la parole et bonne conférence à tous. Alors, je vais essayer sans micro. Si ça ne va pas, je prendrai le micro. Est-ce que vous entendez a priori ? Oui. Bon. Alors, je voulais déjà souligner à titre préliminaire une forme de paradoxe. Je vous le dis tout de suite, je n'appartiens pas à la génération hyper connectée. Surtout que j'ai vu sur Internet que c'était très précis, qu'il fallait être né à peu près, avoir à peu près entre 16 et 24 ans, sinon c'était fichu. Donc je vous le dis tout de suite, c'est difficile. Alors, y a-t-il pour autant une erreur de casting ? Peut-être, vous me direz à la fin, je verrai si vous m'offrez quelque chose à boire. Malgré tout, je pense que j'ai peut-être quelque chose à vous dire, en ce sens que quand on est immergé dans un phénomène, on n'est jamais les mieux placés pour en parler, en définitive. Exactement comme un élève surdoué n'est pas forcément le mieux placé pour trouver la bonne manière d'apprendre en tant que surdoué. Je pense qu'une personne issue d'une génération peu connectée peut peut-être vous apprendre quelque chose. En tout cas, j'ai la faiblesse de le croire. Alors, de quoi on parlera ce soir ? Bon, c'est un sujet énorme, je me suis rendu compte en commençant à travailler. Donc, j'aborderai un certain nombre de points. Ce qui me paraît important, c'est de penser quelles sont les conditions et modalités d'apprentissage adaptées qui correspondent le mieux à cette nouvelle génération, mais en réalité, ce n'est pas ça qui me paraît le plus important. Ce qui me paraît le plus important, c'est que les moyens qu'on va mettre en œuvre soient dignes, en fait, de son humanité. C'est-à-dire restent dignes de son humanité, ne la fassent pas basculer dans quelque chose où, finalement, la nouvelle génération se trouverait instrumentalisée par les instruments qui sont supposés la servir. Donc, faire en sorte que cette hyperconnexion ne nous rende pas esclaves de la technique. Donc la question la plus importante, c'est pas de savoir quels sont les moyens pédagogiques dans lesquels les jeunes se sentiront le mieux, où ils seront le plus à l'aise, où ils seront le moins frustrés. Parce que c'est vrai que dans la génération hyperconnectée, il y a un désir de rapidité, un désir de simultanéité qui génère énormément de frustration dans énormément de situations. Situations lentes, situations nécessitant une linéarité de l'effort, par exemple. Donc si on cherche à répondre à cette frustration, ça peut nous amener sur des pistes, de mon point de vue, assez fausses. Donc ce n'est pas forcément ça qu'on cherchera non plus. On cherchera à essayer d'identifier des moyens pédagogiques qui sont certes capables de leur faire avoir des études, des diplômes plus brillants, de manière plus facile, si on veut. Mais ça encore, ce n'est pas un but très intéressant. Mais c'est vraiment d'inclure dans cette dimension une dimension éthique et une dimension morale et une dimension politique, je voulais dire. Voilà en gros la perspective dans laquelle je voudrais m'inscrire. Donc, on verra ensemble qu'il est évident que pour faire simple, je dirais le développement d'Internet ou le développement du numérique, je ne vais pas à chaque fois décrire les différents outils, etc. Donc c'est un peu un abus de langage, mais j'espère que vous l'accepterez. Donc il est évident que le développement d'Internet, des modes collaboratifs et dématérialisés de production de la connaissance et d'action, a changé le mode d'accès à la connaissance et les motivations d'apprendre.
Mais pour autant, l'impact sur la réalité des mécanismes d'apprentissage est encore très méconnu. Et la transformation des habitudes cognitives de la génération hyperconnectée a été prise en compte dans une certaine mesure par les acteurs de l'éducation, mais finalement assez peu. Pour autant, cela ne dispense pas du tout de faire dépendre avant tout les modalités d'apprentissage des finalités même de l'acte d'apprentissage et non pas des outils disponibles ou des habitudes contractées par la génération hyperconnectée. Donc ça revient un peu à ce que je vous expliquais précédemment, c'est fondamental. Souvent on pense ces problèmes à l'envers. En restant sur le terrain des modalités ou des moyens, c'est important de le remettre dans l'endroit en disant qu'est-ce qu'on veut, quel homme on veut faire, comment il a l'habitude de travailler et comment on interagit par rapport à ça pour arriver à ce qui reste d'une certaine manière digne de sa vocation spécifique. Donc c'est un programme un petit peu ambitieux. On verra dans quelle mesure on arrive à le mettre en application avant 1h du matin. Mais comme la génération hyperconnectée est absolument insensible aux horaires, j'ai lu ça partout, ça ne me paraît pas être un problème. Alors on m'a dit que vous avez une soirée derrière, peut-être que c'est un problème, ou un cocktail. Alors, le développement du numérique bouleverse les conditions d'accès à l'information et transforme en apparence au moins nos besoins pour bien apprendre. Alors c'est évident que le paradigme pédagogique classique repose sur la transmission d'un sachant, comme disent les jargonneux, vers des apprenants. Ça c'est le vocabulaire à la Mérieux. Et toute la tradition de la pédagogie active qui s'est développée depuis les années 20 cherche à impliquer plus l'apprenant dans l'apprentissage en travaillant sur l'expérimentation, sur le projet pour soutenir la motivation. Et d'une certaine manière, le défi du numérique à cet égard n'est pas très différent. On reste quand même dans des logiques de pédagogie active. C'est-à-dire comment on fait pour plus impliquer l'étudiant, quel que soit son âge, dans l'acte d'apprentissage. Parce qu'on n'apprend jamais de l'extérieur, on apprend par soi-même. On ne peut pas apprendre malgré soi. Donc il faut trouver, à la faveur de ce choc numérique, une manière de plus impliquer les étudiants dans le processus d'apprentissage. Donc le processus d'apprentissage majoritaire aujourd'hui, il dépend très fortement de la culture du livre, avec ce que ça implique de linéarité. Vous ne pouvez pas lire 2 lignes en même temps et 2 propos et 2 paragraphes en même temps. Et donc il y a une rapidité, vous pouvez lire très vite, mais il y a quand même des contraintes physiques qui sont assez évidentes. A contrario, sur Internet, vous le savez très bien, on est passé d'un accès rare, nécessitant pas mal d'opiniâtreté à l'information, à un contexte où on est submergé d'informations, on est sursollicité, et où tout est à portée de clic avec une facilité, une immédiateté déconcertante. Alors le problème, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est que la génération actuelle n'est pas plus savante que les précédentes, même moins. Vous lui demandez, par exemple, alors qu'elle est constamment exposée à des réalités géographiques extrêmement variées, vous lui demandez de tracer une carte du monde, d'avoir une idée précise de la géographie, c'est tout à fait désastreux. Donc cette exposition à la matière brute, à la surinformation, n'a pas d'impact direct sur la connaissance intériorisée, assimilée. Bon, il y a aussi une réalité qui est très évidente, c'est que quand vous regardez les sites les plus consultés à l'échelle mondiale, à votre avis, c'est quoi ? Oui, les réseaux sociaux, Facebook, et puis, malheureusement, oui, la porno. Donc, les sites pornographiques et les sites de divertissement généraux. Ah, je suis désolée, c'est un fait, j'y suis pour rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes peut-être hyper connecté, vous n'êtes pas discipliné. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'effet numéro 1 de l'hyperconnexion, c'est le divertissement massifié. L'appel du divertissement constant. Vous voyez d'ailleurs dans le métro, on prend moins le métro ici, mais dans le métro, la plupart des hommes qui ont l'air pourtant normalement constitués, eh bien, ils déplacent des petites émoticônes dans des cases, ils déplacent des cartes des heures durant. On se dit quand même, c'est dommage, quel recul terrible, il ne pourrait pas lire quelque chose quand même. Donc, je veux dire, l'appel du divertissement permanent, il est extrêmement puissant. Ou des appels encore moins nobles. Donc, on a ce trop d'infos tue l'info, et on a cet appel terrible du divertissement. Ce qui veut dire tout de suite, sans forcément anticiper trop sur ma troisième partie, mais ce qui veut dire tout de suite que
le corollaire de cette exposition énorme à l'information, c'est qu'il faut éduquer la volonté. Plus que jamais. Il y a moins d'éducation à la volonté à faire pour un gamin qui est dans une pièce où il y a 2 bouquins, qui s'ennuie comme un rat mort. Finalement, qu'il soit très courageux ou pas, il finira par les lire, ces livres. Mais vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes submergé d'informations, de sollicitations, etc. Vous pouvez faire 3-4 activités en parallèle, comme certains qui ont des... On n'est pas tellement connectés finalement, qui ont des smartphones ou autres peuvent faire. Eh ben, il faut énormément de volonté. Donc il y a une éducation qui est très très forte pour réguler l'appel du divertissement. Alors, il faut prendre de nouvelles habitudes. Il faut prendre en compte ces nouvelles habitudes qui ont un impact sur l'acte d'apprentissage de type scolaire. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut les suivre, mais il faut en avoir conscience. Bon, d'abord, c'est évident que la génération hyperconnectée est habituée à faire simultanément plusieurs choses. À gérer des informations, produire, recevoir simultanément. Et pour elle, ce qui est terrible, c'est que ne pas le faire, c'est extrêmement anxiogène. On voit très bien, et d'ailleurs, un des aspects intéressants, c'est que ça fait baisser la consommation de cigarettes. On voit très bien qu'avant, on prenait une cigarette pour avoir l'air malin. Maintenant, on brandit à tout bout de champ son smartphone pour avoir l'air normal, quoi. Et entre 2 temps morts, tout de suite, hop, on fait comme ça pour regarder si par hasard, il ne se passerait pas quelque chose. Et donc, si vous ne pouvez pas faire ça, là, constamment, vous avez le sentiment que vous êtes tout nu. Et donc, c'est une réalité. C'est une réalité qu'il faut peut-être prendre en compte. Et la simultanéité a quand même une conséquence absolument évidente, c'est que la nature de la concentration a complètement changé. C'est trop tôt peut-être pour dire si elle s'est purement dégradée ou bien si elle a changé. Au niveau des neurosciences, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de dire aujourd'hui si on est capable d'avoir vraiment des activités simultanées. Voilà. A priori, pour ce qu'on en sait, non. Parce qu'en fait, quand on passe d'une activité à l'autre, parce que vous ne pouvez pas être exactement simultané, donc quand vous passez d'une activité à l'autre, vous avez un minimum de secondes ou de fractions de secondes que de toute manière vous perdez au niveau cognitif pour être capable de passer d'une activité à l'autre. Donc ce qui veut dire qu'en fait, si vous cumulez les secondes, les fractions de secondes perdues pour passer d'une activité à l'autre, par exemple, j'envoie un message sur Hangout, hop, WhatsApp sur notre application, et puis je prends des cours, je gère mon calendrier, puis je fais une petite réussite dans le coin parce que c'est quand même amusant, et puis je poste sur Facebook 2-3 messages en disant que le cours est pénible, etc. Donc tout ça à la fois, en fait, ça crée une sorte de parasitage général de la concentration, et au bout du bout, finalement, vous avez probablement un degré de concentration au moins cumulé qui est bien moins important. Il y a une autre chose aussi, c'est que vous avez l'habitude d'avoir des séquences de temps avec des manipulations d'informations très morcelées. En fait, vous avez l'habitude d'un mitage du temps, et donc vous supportez plus une conférence un peu longue, par exemple. On va voir ça. Et vous supportez plus les approches linéaires. Vous préférez les approches par zoom successifs et kaléidoscopiques, où on passe en cliquant sur un lien hypertexte d'un domaine à l'autre. Et le côté, je suis obligée de suivre le raisonnement de cette conférencière dans l'ordre, avec la lenteur qu'elle m'impose, et les passages qu'elle m'impose, je suis obligée d'écouter la suite du développement, y compris quand j'ai déjà compris là où elle veut aller. C'est extrêmement frustrant. On a l'habitude de faire la suite. Bon, alors le problème, c'est que d'un point de vue humain, c'est pas réellement possible. On ne peut pas zapper complètement les gens en permanence. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on a pris l'habitude, mais ça quasiment des... c'est assez important, par exemple, pour la capacité synthétique. On a pris l'habitude de se laisser interrompre sans cesse, partout et par n'importe quoi. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un, il y a un message quelconque qui arrive, probablement sans aucun intérêt, mais vous vous sentez absolument appelé par l'idée de regarder tout de suite de quoi il s'agit. Comme si, ça y est, une nouvelle, vous êtes millionnaire, allez vous arriver à chaque instant, etc. Donc, cette habitude de se laisser interrompre dans sa vie par des stimulus extérieurs, c'est quelque chose qui est devenu très fort. Ça correspond au primat de l'immédiateté, mais ça implique aussi une absence totale de hiérarchie. C'est-à-dire que vous pouvez sacrifier une relation importante avec une personne, par exemple, avec laquelle vous êtes en train de discuter, tout ça parce qu'en fait, vous ne pouvez pas résister au fait de regarder ce qui se passe sur votre téléphone. Donc en fait, ça fait que vous n'êtes jamais nulle part. Vous êtes toujours ailleurs.
Et finalement, ça aussi, ça crée des conditions absolument difficiles pour une transmission au moins classique ou un peu exigeante. Et on pourrait faire une espèce d'approche, on peut dire, un peu philosophique, peut-être philosophique de bazar, mais enfin, on préfère une approche philosophique de cette réalité, c'est que ça donne l'habitude, pour faire ça, je dirais des clics sortants, ça donne l'habitude de sortir d'un propos dans lequel on essaie de vous emmener. Et vous avez besoin de pouvoir sortir. Et vous avez besoin de ce sentiment de ne pas être enfermé, d'échappatoire. Même si vous ne l'utilisez pas, vous avez besoin de pouvoir tirer votre révérence à chaque moment, de ne pas vous engager plus que vous ne souhaitez, de savoir que vous pouvez faire exit ou passer d'un sujet à l'autre. Et ça aussi, ça structure les relations et ça a des impacts sur les relations sociales humaines avec des êtres incarnés. Donc on voit bien qu'avec la classe classique, on a un vrai problème de lenteur. On a un vrai problème de linéarité. On a un vrai problème aussi, tout bêtement, sur la constance d'identité des professeurs. Bah oui, les professeurs, ils ne changent pas tout le temps. C'est pas un avatar par-ci, un avatar par-là. On a le professeur du début à la fin de l'année, voire sur plusieurs années, et c'est la même personne, avec ses tares, avec ses limites, et on ne peut pas zapper comme ça. Donc ça aussi, ça crée une difficulté dans la contrainte de l'identité. La sienne peut-être, et puis celle de celui qui vous parle. Ça a aussi un impact évident sur la relation au professeur et la relation au savoir. Alors, le professeur, traditionnellement, il tire son autorité du fait qu'il sait plus de choses que vous et qu'il en a assimilé plus et qu'il les a fait siennes. Et cette asymétrie d'informations, en fait, crée la légitimité de l'autorité. Et ça vient en général du fait qu'il a lu beaucoup de livres, comme on disait classiquement. C'est assez intéressant de s'imaginer qu'au Moyen-Âge, et aussi dans certains monastères aujourd'hui, un des moyens fondamentaux d'enseignement, c'était de lire à haute voix des livres. Ça, c'est curieux comme phénomène. C'est-à-dire que le professeur, il ne commentait pas tant que ça, il lisait des livres, il lisait des œuvres. Et dans le silence, on faisait son miel, on assimilait ses œuvres. Là, on voit bien à quel point on est extrêmement éloigné d'une approche comme ça, où finalement, on ne supporterait plus la temporalité propre à la réception silencieuse d'une lecture qui serait faite à haute voix pour un groupe commun. Traditionnellement aussi, on a une alternance. On a le cours, qui est un moment où l'élève écoute et normalement prend des notes, dans certaines civilisations, mais pas à Marseille. Et d'autres moments où il fait des lectures complémentaires aux exercices d'application. Et ces deux moments, normalement, sont complètement distincts. Aujourd'hui, on voit bien que ces choses-là aussi se peuvent tout à fait se mélanger, puisque vous pouvez faire des exercices d'application ou faire des lectures de manière simultanée à un cours. Donc tout ça peut se mixer. Alors, les ingénieurs pédagogiques, comme on dit, qui travaillent sur tous ces sujets, en fait, ils sont assez embarrassés par la complexité du problème. Ils ont peur de repenser vraiment les méthodes sur le fond. Alors ils contournent, et aujourd'hui, la plupart des études portent énormément sur ce qu'on appelle un petit peu le design pédagogique, c'est-à-dire l'élaboration de programmes d'éducation et de formation cohérents et fiables, mais surtout sur le design spatial. C'est-à-dire qu'en fait, ils réfléchissent sur les lieux. Et donc les lieux où on apprend et les lieux où on circule, par exemple, tout ça, c'est complètement remodelé. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir échanger, se connecter dans les espaces de circulation. Éviter les cages de Faraday, par exemple. Tous vos escaliers, je pense que ce sont des belles cages de Faraday, donc vous ne captez rien. Donc il y a toute une manière qui est repensée pour faire en sorte qu'on soit constamment dans une espèce d'apprentissage où finalement le cours n'est qu'un sas parmi d'autres d'un apprentissage qui serait à peu près continu. Le dedans-dehors est complètement explosé, c'est-à-dire j'apprends à l'intérieur de l'établissement, puis dehors je me repose ou je vais travailler de manière personnelle. Vous pouvez travailler de manière personnelle à l'intérieur, à l'extérieur. La notion de continuité du cours est complètement différente. Vous pouvez commencer un cours en classe et le continuer de manière plus personnelle sur des lectures suivies, etc. Donc, toute cette approche pédagogique, elle est surtout traitée aujourd'hui par la recherche et surtout les préconisations officielles, peut-être plus que la recherche, sur une réflexion sur l'espace, la structuration de l'espace. Et peu, je fais une petite parenthèse, mais très peu structurée sur la structuration du temps. Par exemple, et c'est là qu'on voit la lourdeur de l'organisation administrative,
il y a très peu de réflexion sur la réorganisation des modules d'horaire. Par exemple, on reste encore très tributaire, bon, pas dans les écoles de commerce, mais je dis au niveau du collège, par exemple, ou du primaire, on reste tout à fait tributaire de modules qui font 1 heure, surtout au niveau du collège, avec toujours le même type de format, 24-30 élèves, comme si c'était absolument le format idéal. Et ça, c'est des formats qui ont été pensés à une époque où c'était des contraintes acoustiques, par exemple. Vous pouvez parler jusqu'à 30 personnes, après c'est plus compliqué, il faut tirer sur la voix. Où c'était des contraintes d'ordre comme ça, très physiques, qui ont conditionné le cours. Et on reste aujourd'hui prisonnier par ça pour des raisons statutaires, pour des raisons d'organisation d'ensemble, pour des raisons locaux. Bon, c'est clair que les collèges et les primaires n'ont pas d'amphi, par exemple. Donc, alors que c'est évident qu'on aurait intérêt à faire certains cours devant 500 personnes, et puis des petits ateliers autour des professeurs ou de chefs de projet en petit format, ce type d'évolution d'apprentissage n'est pas réaliste à cause des contraintes spatiales ou des contraintes statutaires. C'est-à-dire comment on va gérer ça au niveau de la rémunération, au niveau de l'organisation des horaires. Rien n'est fait pour ça. Tout le financement est fait par horaire, 1 heure de cours de prof chargé, prévu dans les statuts. Et puis on a des bâtiments, massifs, largement inspirés de casernes ou d'espaces concentrationnaires. Ça c'est les bâtiments construits après la Seconde Guerre mondiale. Bon, il y a un peu l'influence de Corbusier, mais bon, l'idée générale, c'est que c'est pas tellement un lieu qui se prête à une logique qui a précédé finalement la logique qui s'est développée avec les frères des écoles chrétiennes. Vous savez qu'en fait, en France et dans le monde entier, on est très tributaire d'une conception de l'enseignement qui en fait est récente, qui date du 19e siècle à peu près. C'est-à-dire qu'au moment de la loi Guizot, donc 1833, on décide qu'on arrête l'enseignement individuel, on arrête l'enseignement mutuel et on plébiscite l'enseignement simultané. Or, quand vous voyez tous les siècles jusqu'à présent, vous avez un enseignement individuel, c'est-à-dire que vous avez un professeur qui passe et qui donne des choses à faire aux uns aux autres. Alors c'est un peu le chaos, mais c'est hyper personnalisé. Après, il y a eu un enseignement mutuel, c'est-à-dire où les plus avancés ou les plus vieux vont former ceux qui sont plus jeunes. Et donc vous avez un apprentissage, parce que le professeur vous apprend un petit groupe le matin, ça c'est les frères des écoles chrétiennes par exemple, le cours, et ensuite vous allez l'apprendre aux plus jeunes dans l'après-midi. Donc quand vous devez apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est évident que ça vous pousse à un degré d'approfondissement énorme. Donc ça c'était l'enseignement mutuel. Alors évidemment ça plaît beaucoup aux socialistes, c'est un petit côté un peu... Bon. Mais ça leur plaît peut-être beaucoup, mais ils ont complètement renoncé à ça. Et aujourd'hui, ils seraient tétanisés par ce type d'apprentissage. Alors, je fais une petite parenthèse que ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir, mais dans le cadre de notre fondation, on a une fondation qui s'appelle la Fondation Espérance Banlieue, et qui développe des écoles en banlieue. Et notamment, on a recréé des systèmes un peu d'enseignement coopératif et d'enseignement mutuel, où, par système de groupe interage, les plus grands, en fait, aident les plus petits. Les plus petits sont tirés par les plus grands. Donc on arrive à mettre des collégiens et puis des petits gamins de primaire ensemble. Donc, en fait, ce choc numérique qu'on vit, c'est peut-être aussi l'occasion de prendre conscience du fait que l'enseignement simultané du 19e siècle n'est pas inéluctable, qu'il y a d'autres manières d'enseigner, que d'ailleurs, si on regarde bien au niveau de l'histoire de la France, c'est finalement assez court, l'enseignement simultané, frontal, comme ça, et que ce n'est pas forcément indispensable de continuer éternellement comme ça. Donc, de ce point de vue-là, ça peut un petit peu contribuer à relativiser le choc que ça constitue. Alors, évidemment, je vous lis un petit exemple de rapport, parce que les rapports jargonnent toujours beaucoup, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Pour renouveler l'ingénierie, il faut penser l'acte d'apprentissage comme situé dans différentes spatialités. L'intervention auprès des étudiants n'est en fait qu'un espace-temps social singulier dans un processus plus global qui articule, hybride, métisse des espaces-temps sociaux fragmentés dans et hors de l'institution, salle de cours, salle de travaux dirigés, bibliothèque, tiers-lieu, café, domicile. Voilà, je vous ai épargné ce jargon pour ce soir. Mais en gros, c'est à peu près les mêmes idées, c'est-à-dire qu'on a un processus, on a un continuum d'apprentissage, et que donc le professeur, au lieu de penser fondamentalement son cours, puis dire je leur fais faire des exercices, il est obligé de penser à un continuum d'apprentissage qui excède largement la seule heure de cours.
et le seul fait de faire des exercices. Il est obligé de penser quelque chose qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus, inclusif que la seule heure de cours. En tout cas, il pourrait le faire. Alors après, il y a des petites choses qui me semblent assez importantes de prendre en compte si on veut essayer de trouver les bonnes manières d'enseigner des personnes qui sont hyper connectées. C'est que, surtout chez les plus jeunes, le fait d'avoir accès à une information illimitée, ça suscite chez beaucoup de jeunes un sentiment de supériorité par rapport au professeur. Pourtant, le professeur, lui aussi, il a accès à une infinité de connaissances. Mais en fait, la plupart des plus jeunes, donc des enfants en particulier, se disent le professeur, il ne fait pas le poids par rapport à Wikipédia. Si je lui pose une question comme ça, il ne tient pas la rampe. Et c'est vrai, il ne tient pas la rampe. Parce qu'en fait, les plus jeunes ne comprennent pas que ce qui fait l'intelligence d'un professeur, ce qui fait son apport, c'est la dimension synthétique, c'est la dimension assimilée, c'est la dimension incorporée dans un ensemble de pensées, la capacité à faire des analogies et la capacité à organiser un savoir organique. Et c'est exactement ce que Wikipédia et ce que le REN Internet ne sait pas faire. Et la capacité à hiérarchiser, à organiser, à trier, etc. Mais le fait est que ça crée cette espèce de sentiment de supériorité qui est très défavorable, en fait, à la transmission. Alors que traditionnellement, le professeur, c'est celui qui savait des choses dont on n'avait aucune idée. Il y a aussi une autre chose aussi qui est tout à fait anecdotique, mais qui est pas fausse non plus, c'est qu'en général, les adultes sont des quiches technologiques et que ça décrédibilise énormément les jeunes pour lesquels le fait d'être assez doué avec ces machins est une chose assez importante. Et donc, c'est un petit peu comparable au choc qu'il y a eu quand la méthode globale ou les mathématiques modales ont été introduites. On s'est retrouvé avec des enfants qui rentraient chez eux au niveau du CP et dont les parents étaient incapables de leur apporter une aide. Donc ça faisait un choc. Les enfants se disaient, mais qu'est-ce que c'est ces parents c'est quand même bizarre. Je suis en première année, ils ne peuvent pas m'apprendre ni à lire, ni à faire mes mathématiques. Et donc, ça avait en l'occurrence, c'était assez volontaire là, de la part du système éducatif. Mais en tout cas, dans le choc numérique, c'est pas forcément volontaire, mais ça, cet effet-là aussi. Ça, cet effet de fragiliser, de précariser l'image de l'autorité éducative par rapport à l'apprenant. Le professeur devient fondamentalement celui qui est trop lent, trop lourd, trop contraignant. Alors, cette réalité numérique a aussi un impact très important sur le désir de connaître. Là aussi, il y a beaucoup d'images d'Épinal qui sont complètement fausses. On dit toujours c'est fantastique, les jeunes sont stimulés, ils ont tout à bout de clics, des océans incroyables, ça nourrit leur envie. Bon, la preuve, enfin, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est que l'étude, le désir d'étude, elle est fille de l'ennui. On prend un livre, on plonge dedans parce qu'on n'a pas le choix, comme je vous disais tout à l'heure. Et l'autre réalité aussi, c'est que la concentration, elle est fille aussi de la détente de l'esprit, du vide. Si vous êtes en situation de souffler, de vraiment tout couper, tout déconnecter, comme on dit, alors après, vous êtes capable d'une véritable concentration, d'une véritable puissance intellectuelle. Maintenant, si vous êtes constamment sollicité par toutes sortes de stimulus, si vous êtes toujours en train de faire des activités qui ne vous prennent pas beaucoup d'attention, c'est vrai, mais qui réduisent quand même votre potentiel d'attention, le moment où vous voulez vraiment faire un effort de puissance intellectuelle, ben, ça ne suit pas. Et ça me paraît assez indubitable. Il y a une autre chose aussi, c'est que c'est un peu semblable, je disais tout à l'heure, trop d'infos tue l'info, c'est un peu semblable aussi à l'expérience que vous avez quand vous rentrez dans une énorme bibliothèque. Je ne sais pas si ça ne vous fait pas cette impression, mais quand vous rentrez à la FNAC, par exemple, moi, personnellement, ça m'écrase. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais au lieu de se dire « Waouh, tous ces livres que je vais pouvoir lire, etc. », donc, comme dans une belle bibliothèque familiale, une belle bibliothèque à taille humaine, votre bibliothèque, par exemple, elle est à taille humaine, c'est bien rangé, etc., puis c'est à taille humaine. Vous arrivez à la FNAC, là... Trop, c'est trop, quoi. Surtout quand vous savez le nombre de publications par an, enfin, c'est une espèce d'océan qui se diverse chaque année. Enfin, donc là, c'est pareil. Je pense que l'expérience du trop-plein suscite la démobilisation, suscite l'affolement,
suscite un espèce de papillonnage affolé où on va un peu de ci, un peu de là, on se dit de toute manière, demain, plus tard, je pourrais y accéder, bon, c'est pas grave, je ne vais pas regarder tout de suite, je sais que c'est là, etc. Donc, la deuxième chose aussi, c'est que la conscience du fait qu'on a accès à peu près à tout sur Internet, ça démobilise la capacité de mémorisation. Parce que la mémorisation, elle est complètement liée au fait qu'on accorde de la valeur à quelque chose. Si vous pensez que vous pouvez retrouver une chose facilement, vous ne la mémorisez pas. L'exemple type, c'est les numéros de téléphone ou n'importe quoi que vous avez marqué quelque part, vous ne le mémorisez pas. Donc en fait, la capacité de mémorisation diminue extrêmement rapidement à notre époque. C'est très difficile, par exemple, de faire, surtout quand c'est linéaire, mais c'est extrêmement difficile de faire retenir des poèmes aujourd'hui à des jeunes. Très difficile. Alors qu'avant, vous pouvez discuter avec vos grands-parents, ils sont capables de vous réciter des strophes complètes ou des poèmes complets qu'ils ont appris il y a 40 ans ou 50 ans. Donc ça, c'est quand même lié, d'une part, au trop-plein de sollicitations et d'informations, qui fait qu'on n'a plus besoin de se raccrocher aussi intérieurement à des choses qu'on a apprises, et à la fois à la perte de motivation. J'avais été très frappée par une école indépendante qu'on aide, et c'est une école qui s'occupe d'enfants difficiles et notamment de délinquants, et elle parlait de l'expérience d'un de ces délinquants qui se retrouvait en prison. Et en fait, ils n'avaient pas grand-chose en prison, et il a écrit une petite lettre à l'école où il était. Il disait « Je vous remercie de tout ce que vous m'avez appris. Je vous remercie des poésies que vous m'avez apprises. Je vous remercie des prières que vous m'avez apprises. Parce qu'il ne me reste plus que ça. » Et en fait, dans sa prison, la seule richesse qu'il avait, c'était tout ce que sa mémoire était capable de lui apporter. Et d'une certaine manière aussi, en termes de prudence existentielle, c'est quand même incroyable de s'en remettre intégralement à un système informatique qui, du jour au lendemain, peut vous lâcher. D'ailleurs, on en fait tous l'expérience. Moi, j'ai perdu il y a 15 jours tous mes contacts à un téléphone, c'est pas très agréable. Et cette expérience de la radicale solitude, elle est quand même assez... je veux dire, il me semble que même en termes politiques, on ne peut pas se laisser à ce point à la porter, à dépendre d'une source complètement extérieure à son intelligence. Il arrive un moment où il faut quand même greffer l'essentiel sur soi si on ne veut pas être complètement dépendant de celui qui maîtrise l'information en ligne. Je voudrais parler d'un dernier point, avant de rentrer plus dans des logiques de proposition, qui est aussi une autre illusion qu'on trouve beaucoup chez beaucoup d'internautes forcenés, c'est l'illusion du recul critique. On entend souvent dire « Oui, grâce à Internet, je me suis fait une idée sur la question, à moi on ne peut pas me la faire, etc. » Et on trouve souvent cette position très vous inquiétez pas, moi, ma source d'information, c'est pas le JT de 20 heures. Et c'est vrai que la source d'information est quand même plus riche qu'une source unique qui était, pour beaucoup de Français, le journal télévisé de 20 heures. Mais néanmoins, ça serait vrai si on avait une logique de critique des sources extrêmement développée. Or, on ne l'a pas. Contrairement à ce qu'on dit, on ne l'a pas. La source numéro 1 plébiscitée, c'est Wikipédia. Bon, Wikipédia, c'est pas trop mal, mais Wikipédia, je pense que vous êtes peut-être des contributeurs Wikipédia, vous savez comment ça fonctionne. Il y a des techniques, pour l'e-réputation, vous le faites. Il y a des techniques où vous pouvez acquérir, par exemple, une bonne cote sur Wikipédia pour pouvoir ensuite déposer des notices en toute paix. Si vous travaillez 2-3 ans à vous faire une réputation impeccable sur certains sujets, après vous pouvez déposer vos trucs sans problème. Donc c'est une guerre, c'est une technique, mais c'est pas forcément une source de véracité. Ensuite, c'est quand même un outil démocratique. Ça part du principe que puisqu'il y a des millions de gens qui voient les rubriques et qu'elles n'ont pas été changées, c'est donc que c'est juste. Mais en fait, pour tous les sujets de pointe, pour tous les sujets qui sont un peu délicats, c'est pas vrai. En plus, tous les sujets qui sont très, sensibles, c'est d'autant moins vrai que c'est tellement important, par exemple pour les entreprises qui sont concernées, qu'elles mettent la gomme pour maîtriser les rubriques. Moi, je ne suis pas à la tête d'une organisation très puissante, mais je peux vous garantir que j'ai au moins 3 gars en e-réputation qui contrôlent les entrées sur Wikipédia qui concernent nos domaines. Donc, tout le monde fait ça. Donc, on a l'impression qu'on accède à quelque chose de très sûr, mais pas du tout. On accède à une information qui est prédigérée pour vous orienter dans tel ou tel domaine. Alors effectivement, il y a des luttes. Il y a des moments où vous voyez certaines sources d'informations qui se déplacent d'un côté, puis après sont retirées dans l'autre.
Il y a une autre réalité aussi qui est assez sidérante, c'est, je parlais de l'absence de hiérarchie, mais c'est aussi l'absence de recul historique. J'ai fait un petit exercice le 13 novembre au soir, j'ai tapé état d'urgence. Je voulais savoir quand est-ce que c'était le dernier état d'urgence, l'historique de l'état d'urgence. Il y avait un souvenir de guerre d'Algérie, mais je ne savais plus très bien quand est-ce qu'on en a vu entre-temps. Et bien, il y avait déjà l'état d'urgence du 13 novembre. Il était déjà marqué. Et ça faisait peut-être, une demi-heure que ça avait été annoncé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucun recul. C'est tout de suite. Tout de suite. Bon, là encore, c'est pas quelque chose qui prête beaucoup à confusion, mais quand vous voyez par exemple les rubriques politiques ou les rubriques historiques ou stratégiques, tout est mis sur le même pied, y compris des choses qui ont fait l'objet de centaines de thèses, qui ont été recoupées, on ne peut pas dire n'importe quoi parce qu'il y a la communauté qui va réagir, et puis des domaines sur lesquels il y a juste un gars qui a fait une petite étude à un moment donné et qui l'a publié. Et tout ça, finalement, va se retrouver sur le même plan. Donc, ce sentiment du recul critique, il est vraiment à prendre avec des pincettes. Et puis il y a une chose qui est toute bête aussi, qui pose un vrai problème, c'est qu'en fait, pour pouvoir ne pas être tributaire des contenus qui sont disponibles sur Internet, il faut être capable de discriminer. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une culture préalable au fait d'aller sur Internet. Si vous avez une culture de base et une certaine idée des catégories de pensée et une bonne formation logique, ça c'est aussi important, alors vous pouvez peut-être faire votre miel sur Internet. Mais si vous allez sur un sujet où vous n'avez absolument aucune information préalable et vous n'avez pas d'habitude de raisonnement qui sont assez saines, c'est quasiment sûr que vous partirez sur de fausses pistes. Et il y a notamment un problème qui est assez fréquent, je vous donne juste ce petit problème, c'est celui du problème des définitions. Quand vous allez sur Internet, par exemple, vous faites une recherche par mots-clés, c'est quand même le truc le plus fréquent, et vous allez vous retrouver avec des définitions, vous avez des articles qui vont reprendre ce mot. Mais en fait, vous n'avez aucune garantie que le mot va avoir la même acception d'un article à l'autre. Je vous donne un exemple issu du droit public. Est-ce que vous avez fait un peu de droit public, ou beaucoup même? Non? Un petit peu? Alors, dans le droit public, par exemple, vous avez la notion d'intérêt général. Mais l'intérêt général, c'est une notion très complexe qui a des acceptions extrêmement variées. Par exemple, si vous mettez en droit fiscal, ça n'a absolument rien à voir. Et pourtant, ça s'appelle intérêt général. Et si vous vous mettez dans certains domaines du droit constitutionnel, c'est un autre sens. Et puis dans la vie politique quotidienne, ça en a un. Donc en fait, si vous prenez ce simple mot et que vous baladez d'une rubrique à l'autre, en fait, vous parlez de choses qui n'ont rien à voir. Et quand vous faites votre synthèse, si vous n'êtes pas conscient des distinctions préalablement à votre recherche, vous êtes tout à fait capable, en fait, de tout mélanger. Et c'est des réalités qui sont très très fréquentes et qu'on voit dans les copies d'élèves, notamment, qui manient le copier-coller intempestif, qui en fait font des choses qui n'ont aucun sens parce qu'en fait ça ne respecte pas la rigueur de définition. Et ça, la manière même de chercher sur Internet conduit à ce type de problème. Alors, le fait d'être hyperconnecté, ça a aussi un impact très fort sur la notion d'enracinement, sur l'incarnation, ce que j'appelle, mais aussi le fait simplement d'être présent à sa vie. La fameuse formule latine age quod agis, fais réellement ce que tu fais, implique-toi, engage-toi dans ta vie présente, hic et nunc, là, maintenant. Et donc, le jeune, grâce à Internet, il est citoyen du monde, il a accès à la culture mondiale. Il y a même des jeunes qui passent plus de temps en anglais, par exemple, qu'en français. Ou bien ils vont savoir plus de choses sur le monde entier ou sur d'autres réalités que sur leur propre réalité personnelle, leur propre environnement, leur propre village, leur propre famille, leur propre religion, leur propre culture. Et cette réalité, surtout quand on rajoute les questions d'avatar, d'identité d'emprunt, à une réalité qui est extrêmement dépersonnalisante et déracinante. Alors ça paraît très secondaire à première vue, mais quand on voit un certain nombre de problèmes, c'est pas secondaire. En réalité, ça conduit même parfois à des troubles de la personnalité réels. C'est-à-dire qu'en fait, on préfère une vie virtuelle. Finalement, vous n'avez pas de limite de puissance. Vous pouvez être beau, jeune, etc. Vous pouvez être très intelligent, vous pouvez vous créer comme vous voulez. Vous n'avez pas de limite sur Internet. Vous pouvez être tout à la fois, homme, femme, tout ce que vous voulez. Alors que dans la vie concrète, vous êtes homme ou femme, vous n'êtes pas forcément beau, vous n'êtes pas forcément jeune, et c'est avec cette vie qu'il faut vivre. Pas très grave, mais je veux dire. Donc, ça aussi, cette réalité, c'est extrêmement important, je pense, de la prendre en compte dans l'acte même d'enseignement, parce qu'il faut que l'acte d'enseignement, finalement,
contribue à réenraciner, à repersonnaliser la personne. Donc d'un côté, oui, il faut tenir compte de ce qu'elle vit, mais pas forcément pour abonder dans ce sens-là, mais pour se rendre compte que plus que jamais, elle a besoin d'être réenracinée. Alors, l'impact des réalités sur les mécanismes d'apprentissage est très méconnu. Bon, on utilise beaucoup les neurosciences, on utilise beaucoup tout ce qui est imagerie médicale, mais en réalité, ce qu'on sait est très très limité. Et en plus de ça, ça contribue souvent à des nouvelles qui sont politiquement tout à fait incorrectes. Donc il y a une véritable résistance des institutions. Je vous donne des exemples. Pour résoudre un problème de maths, une femme et un homme ne vont pas utiliser les mêmes parties du cerveau. C'est pas pour autant qu'il y en a une qui sera plus rapide que l'autre ou moins rapide, mais ils n'utilisent pas les mêmes parties du cerveau. Vous prenez des gens qui n'ont pas la même langue maternelle, ils ne vont pas utiliser les mêmes parties du cerveau pour résoudre le même problème, par exemple. Donc ces réalités-là, ce n'est pas forcément des réalités qui ravissent les gens qui nous dirigent. Ça ne va pas forcément de pair avec une certaine idéologie de l'indifférencialisme, mais c'est aussi ce qu'on apprend à travers les IRM, par exemple. Donc c'est un sujet sur lequel il y a une lenteur du déploiement et de la vulgarisation des apprentissages. Alors qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui comme réaction de la part des professeurs et des institutions par rapport à cette vague numérique et cette hyperconnexion? Alors le gouvernement, l'institution professe une reconnaissance de l'enjeu. Je vous lis un laïus du gouvernement. La révolution numérique est une chance pour l'école parce que les nouveaux outils offrent un potentiel de renouveau pédagogique important, pouvant améliorer l'efficacité et l'équité du système éducatif. Elle est aussi un défi parce que le développement rapide des usages numériques oblige notamment à repenser les méthodes et les programmes d'enseignement, produire de nouvelles ressources, rénover les modes d'évaluation, revoir l'organisation des espaces et des temps scolaires. Alors, le gouvernement dit ça, mais il ne le fait pas. Du tout. Mais c'est parce que c'est pas facile, hein. C'est pas juste par mauvaise volonté. Repenser les méthodes et les programmes d'enseignement. Produire de nouvelles ressources, alors c'est un désastre, on y reviendra plus tard. Rénover les méthodes d'évaluation, à part l'annonce de la suppression des notes, on n'a rien vu arriver. Revoir l'organisation des espaces et des temps scolaires, bon, un petit peu avec des histoires des piles, mais enfin, ça n'a pas de lien direct avec le numérique. Donc en fait, ce qui est très frappant, c'est que les gens qui nous dirigent font preuve d'un immense enthousiasme pour le numérique. Alors on a eu le plan sur l'école connectée, on a eu les annonces du président de la République comme quoi la France serait leader dans l'e-learning, leader mondial naturellement. Mais on a eu un plan aussi. Alors il y a plan école connectée 2022, plan. Bon, en gros, l'idée, ça va être de doter de tablettes et connecter au niveau Internet absolument tous les établissements, si possible en fibre, y compris dans les endroits les plus reculés. Bon, alors ça ressemble à l'éducation nationale à plein nez. Parce que l'éducation nationale, quel que soit le problème, c'est toujours plus de moyens. Donc là, ils ont un problème numérique. Ah ben c'est pas compliqué, il faut du dur. Hein, on va mettre des bécanes, là, chacun aura un morceau, une tablette dans les mains, et avec ça, on sera tous sauvés. Donc, je pense que c'est important de voir que cet enthousiasme, il a une double cause, qui n'est pas très noble. La première cause, c'est la passion de la modernité pour la modernité, qui caractérise notre époque. C'est moderne, c'est nouveau, donc c'est bien. On ne veut pas avoir l'air d'un vieux schnock, donc on dit que c'est très bien, et on crie devant. Alors, on a fait ça dans d'autres domaines, sans jugement. Par exemple, il se trouve qu'en tant que diplomate, je me suis occupée de la Constitution européenne. Donc, vous savez, le référendum où les Français ont dit non. Et j'étais frappée parce que pour avoir discuté avec certains de nos ministres, et même jusqu'au Premier ministre, en réalité, ils n'avaient pas lu le traité. Mais ils étaient tous pour. Ils étaient pour parce qu'il faut être pour l'Europe. Si on n'est pas pour l'Europe, c'est que ça va pas. Donc, on est pour l'Europe, donc on est pour le traité qu'on n'a pas lu. Donc, cette réalité-là, si vous voulez, elle est tout à fait reproductive dans le domaine de on est pour le numérique. On est pour le numérique parce que sinon, c'est qu'on est nul, c'est qu'on est out, c'est qu'on peut passer aux poubelles de l'histoire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la peur. En fait, c'est la peur qu'a l'institution d'être dépassée. C'est la peur du professeur d'être remplacé. J'appelle ça le syndrome de la caissière de supermarché. La caissière de supermarché, elle a un ennemi de classe, c'est la caisse automatique. Ça, c'est terrible. On la comprend, hein.
Mais le professeur, il a un ennemi de classe, finalement, c'est Internet. Alors, il essaie de le mettre à l'intérieur de sa classe pour, finalement, arriver à survivre, à en faire un allié plutôt qu'en faire un concurrent. Mais la peur d'être un jour remplacé par des machines, elle est très forte. La peur que, finalement, il y ait des logiciels qui fassent que les gens s'instruisent très bien chez eux, sans eux, elle est très forte. Mais elle ne se traduit pas toujours de manière rationnelle. Elle ne se traduit pas toujours par un renforcement de ce qui fait la spécificité de l'acte professoral. Elle se traduit la plupart du temps par un report sur le hard, sur le matériel lui-même. Et bien sûr, avec ce qui fait la spécificité de l'éducation nationale, c'est-à-dire l'uniformité. Bien sûr, vous aurez tous les mêmes tablettes, avec tous les mêmes contenus, tous les mêmes applications, et bien sûr le même fournisseur. C'est sûr. Quel que soit l'usage, quel que soit l'âge des enfants, vous aurez tous pareil. Alors après, on peut se poser la question aussi d'un certain nombre de pressions de fournisseurs de tablettes dans les choix qui sont faits. C'est clair que les pressions sont gigantesques. C'est vraiment absolument énorme. Bon, il y a une forme de corruption d'une manière ou d'une autre qui est forcément évidente et inévitable. Vu l'ampleur des marchés en question, il ne faut pas être dupe de ces réalités. Et on aura beaucoup de mal à imposer Linux pour les tablettes. Je doute. Surtout que c'est toujours pareil. Le programme École Connectée, qui est partenaire du programme École Connectée, d'après vous, de l'éducation nationale? Microsoft. Microsoft, partenaire de École Connectée. Et ensuite, qui est le formateur qui forme le plus de professionnels? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a 300 écoles, 300 collèges qui sont à titre expérimental sur un plan numérique. Et donc, il y a des formations. Donc, tous les élèves ont des tablettes dans ces collèges. Et il y a des formations qui sont délivrées aux professeurs. Donc, qui forme, d'après vous, les formations? J'étais invitée, donc j'ai reçu l'invitation. Ça se passe à Londres. Je vous donne un indice. Apple. Voilà. Alors, il n'y a peut-être pas que, sauf que le problème, c'est que le temps qu'on arrive à susciter dans la société civile des formateurs indépendants sur ces sujets-là, alors qu'il se trouve que les tablettes qui sont plébiscitées sont des tablettes qui correspondent à des logiciels d'exploitation extrêmement répandus pour être fiables, etc., c'est même pas la peine d'y penser. Et le système centralisé de l'éducation nationale tel qu'il est sera incapable de gérer des applications et des logiciels diversifiés d'une école à l'autre. Sans parler des problèmes de maintenance, parce que c'est évident qu'au bout de 2 ans, et encore je suis gentille, il n'y aura plus une seule tablette en place. Bon, en plus de ça, avec leur système de tablettes, il y a un vrai problème. C'est que soit vous mettez une tablette connectée ouverte à tout, et c'est évident que le gamin, il y a peu de chances qu'il s'occupe à votre petite application pédagogique poussive. Il va sûrement trouver des activités alternatives plus sympathiques. Soit vous mettez une tablette fermée avec des contenus façon CD-ROM, il va dire mais qu'est-ce que c'est cette espèce de truc antédiluvien, il va sortir son téléphone de sa poche et il fera autre chose. Donc dans les deux cas, ça ne colle pas. Il y a toujours la tentation du jeu vidéo à bout de clic, et évidemment. Alors les professeurs là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Les professeurs, c'est évident. Ça va, vous suivez? Vous n'en avez pas marre? Vous voulez pas? Non. Bon, là c'est dommage, je continue. Rassurez-vous, je suis à la moitié. Merveilleux. Alors, les professeurs, c'est évident qu'ils n'ont pas entendu le plan du gouvernement École Connectée 2022 pour s'intéresser à la question. Surtout au niveau du collège, mais même au niveau du primaire, au niveau du lycée aussi. Ils sont quand même très actifs dans ce domaine. Et ils ont développé des expertises, ont développé des logiciels très tôt. Ça fait partie de la population en France qui a le plus vite pris le tournant du numérique globalement. Y compris à des époques où programmer, c'était quand même pas de la tarte. Donc, par exemple, il y en a pas mal qui se sont intéressés au code informatique, notamment parmi les professeurs de mathématiques. Donc, il ne faut pas non plus les prendre pour des tartes, alors que ça fait partie des gens qui sont souvent les plus au fait. Parce que être au fait en informatique, évidemment, c'est pas savoir utiliser cet ordinateur comme je suis en train de le faire. C'est quand même pas très intéressant. C'est comprendre comment ça fonctionne et comment ça peut se programmer, etc. Et ça, finalement, dans le domaine habituel, il n'y a pas tant de gens que ça qui s'intéressent à ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font?
malgré tout, malgré ce préambule plutôt flatteur pour eux, ce qu'ils font en général, c'est assez limité. Ils projettent en classe des films trouvés sur Internet. Donc ça, c'est quand ils sont fatigués, mais ça arrive assez souvent. Et c'est comme ça que l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, il s'est passé une chose qui a quand même un peu défrayé la chronique. Il y avait un professeur de primaire, vous allez dire que je suis portée sur la chose, pas du tout, mais il y avait un professeur de maternelle qui a voulu diffuser, vous êtes au courant, un petit film pendant qu'elle faisait autre chose. Et elle avait téléchargé Blanche-Neige ou quelque chose de ce topo-là. Or, vous savez que parmi les films Walt Disney, enfin les films pour enfants, il y a le plus de contenu pornographique. Parce que les gens téléchargent, les gamins téléchargent, et donc vous pouvez leur donner une addiction. Et donc, elle a téléchargé Blanche-Neige, elle est partie, et donc les petits maternels ont vu pendant 20 minutes un film de pornographie. Non mais vous rigolez, mais c'est quand même problématique. Donc ça fait toute une histoire, comment c'est possible, pourquoi elle avait ce contenu pornographique sur son ordinateur, mais pour rien. Parce qu'en fait, elle a téléchargé Blanche-Neige au dernier moment, elle n'a pas vérifié, et puis c'est tout. C'était pas une perverse. C'est juste que il se trouve que les gamins, en plus c'était petite section, je crois, ils ont vu Blanche-Neige revue. Bon, je vous laisse méditer sur le sort de Blanche-Neige et des Sept Nains, et je continue. Alors, il y a aussi des professeurs qui utilisent des logiciels pour faire comprendre un certain nombre de choses qui, sans cela, sont difficiles à comprendre. Je me souviens d'être allé voir un cours dans une école hors contrat, puisque c'est la plupart des écoles que je vois. Et c'était une dame qui est d'ailleurs devenue dominicaine, donc vous voyez, elle n'était pas spécialement connectée, a priori, à part avec le Saint-Esprit. Et alors, elle a fait un cours absolument incroyable, où elle utilise un logiciel qui permet de projeter, donc avec un vidéoprojecteur, qui permet de projeter exactement la voûte céleste par rapport au point où on est précisément et la faire évoluer en accéléré. Donc c'est un truc simple. N'empêche que, donc en fait, vous voyez les positions de la voûte céleste les mois précédents, puis comment elle va évoluer dans les mois suivants. Donc c'était quand même assez génial parce que les enfants le soir même pouvaient vérifier chez eux, etc. Et c'était extrêmement éducatif. N'importe quelle explication classique aurait été beaucoup moins puissante. Donc il y a quand même des professeurs qui savent utiliser des logiciels, qui savent se donner du mal, et pas simplement donner un logiciel où on va rentrer des tables de multiplication en multipliant des petits cochons, et puis ça fait quand c'est faux. Il y a un peu mieux que ça quand même. Il existe des logiciels et c'est parfois utilisé. Bon, ensuite, il y a des problèmes liés à la notion des exposés. Évidemment, les exposés classiques, où on ouvrait patiemment l'Encyclopédia Universalis et on commençait à tout copier avant de se rendre compte qu'il fallait peut-être l'adapter, etc., c'est fini. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas gérer la facilité du copier-coller, un coup de Wikipédia, un coup de site quelconque, Hérodote ou je ne sais pas quoi, et j'ai mon exposé. On ne sait pas le gérer. Alors bien sûr, les professeurs ont fini par comprendre qu'il y avait un logiciel qui permettait de repérer les copier-coller et les plagiats. Donc ils le font passer pour savoir s'il n'y en a pas trop. Mais à part ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas susciter des exposés qui ne se finissent pas en malheureux copier-coller sur Wikipédia. En tout cas, on ne sait pas faire. Ils ne le font pas. Alors, bon, les innovations, en général, c'est assez malheureux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un texte rédigé, écrit à la main, on leur dira, vous ferez un PowerPoint sur le sujet. Bon, personnellement, je pense que c'est une régression intellectuelle majeure. Parce que l'essentiel de la formation qu'on peut apprendre à l'école, ça passe par la rédaction. La capacité d'expression avec des mots fins, bien choisis, bien articulés, bien coordonnés, et toute une scénographie, une narration qui se met en place. Le PowerPoint, c'est le degré zéro de l'expression. C'est pour ça que je boycottais. Vous devez préciser que c'est pour le primaire, sinon certains étudiants vont pouvoir travailler. Je reste persuadée par le fait que ça facilite pas forcément la concentration en réalité, parce que c'est pratique pour prendre des notes sur un PowerPoint papier pendant qu'on diffuse un PowerPoint. Mais bon. Nous, on fait ça, on fait le PowerPoint pour nos formations des directeurs, des créateurs d'écoles, parce qu'il y a tellement de références juridiques que ça serait complètement fastidieux, et donc ils peuvent noter des choses sur les PowerPoint papier pendant qu'on commande le PowerPoint diffusé. Mais d'une manière générale, le fait de demander de créer un PowerPoint
pas de l'utiliser. Mais le fait de demander, de créer un PowerPoint pour un élève, c'est quand même, en tout cas au niveau primaire-secondaire, pas la chose la plus puissante qui puisse exister. Mais, excusez-moi, vous êtes dans une école de commerce, et je vais vous faire un petit aparté. Je ne citerai pas le nom du cabinet de consulting, qui est un des plus grands de la place de Paris. Mais il se trouve qu'on est entre leurs mains en ce moment. Et je suis quand même sidérée par la manière dont ils fonctionnent. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes PowerPoint, ils changent juste le nom d'organisation, c'est toujours la même structuration, c'est toujours le même plan. Au début, ils vous infligent d'un air inspiré que la journée va se structurer de la manière suivante. Ça se défile. Et ensuite, régulièrement, ils vous montrent le plan d'ensemble en mettant en couleur l'endroit où vous êtes, comme si vous étiez perdu d'une page 1 à la page 2. Et finalement, en fait, ça conduit à une standardisation de la présentation et des contenus, mais qui est effarante. Et c'est très difficile de recréer un espace de liberté dans ce machin. Parce que sur un PowerPoint, forcément, ça finit toujours en tableau, c'est quand même la chose la plus claire, ou en flèche. Donc finalement, en termes même d'articulation logique, vous avez un appauvrissement incroyable. Parce que qu'est-ce que vous pouvez avoir comme flèche? Cause, conséquence, qu'est-ce qu'il y a comme flèche? C'est quand même pas... Le nonobstant machin, bien que en flèche, c'est difficile à faire. Donc... l'outil en tant que tel standardise la pensée et l'appauvrit. Donc je crois que là-dessus, il y a quand même une réflexion à avoir qui soit réelle. Ensuite, il faut bien voir aussi que la numérisation, enfin, là c'est plus l'informatisation, je ne suis pas tout à fait honnête dans le traitement du sujet, mais l'informatisation a conduit à une standardisation des contenus, et notamment un recul, comme je vous disais, de la rédaction. Quand vous voyez le succès incroyable des QCM, c'est comme le succès du Sudoku. Le Sudoku, il est né du fait qu'il y a un logiciel qui a été trouvé qui peut en inventer à l'infini. Tant que le Sudoku était fait par quelqu'un qui réfléchissait, ça va, il était maîtrisé. Maintenant qu'il y a un algorithme qui produit du Sudoku à la ligne, on est submergé par le Sudoku. Eh bien, le QCM, c'est pareil. Dans la mesure où c'est tellement simple à corriger, ça ne coûte rien, alors qu'un correcteur humain, c'est tellement cher, forcément, on va directement vers le QCM. Donc vous avez tous les concours, par exemple, européens, pour entrer dans les institutions européennes, qui sont largement fondées sur des QCM. Ou des choses qui peuvent se traiter de manière binaire, juste faux ou 3-4 positions. Donc là aussi, je pense qu'il y a un vrai enjeu de résistance à mettre en œuvre si on ne veut pas se laisser appauvrir et caricaturer dans notre mode de pensée. Et voyez, ce mode de pensée, on a une époque pressée et qui est habituée à raisonner comme ça de manière binaire. Et c'est quand même assez pénible à vivre. Je vous donne un exemple parmi d'autres, mais je suis souvent interviewée et les journalistes, s'ils se réfrènent pas, leur question c'est toujours, je sais pas moi, la réforme du collège, vous êtes pour ou contre? Alors, j'ai affiné un peu votre question. Alors, redoublement, vous êtes pour ou contre? Je dis, alors, qu'est-ce que je fais? Alors, on va faire un tableau, je vais cocher, et puis à la fin, vous mettrez une note, et puis vous comparez à celui d'à côté. L'habitude de fonctionner comme ça, elle est très prégnante. Alors qu'un minimum de pratique des dissertations qui fonctionnent malgré tout sur un 3 temps, même si le 3 temps est parfois un peu poussif, je vous l'accorde, mais ça apprend quand même à dépasser une problématique en sortant du champ dans lequel on vous avait placé, en l'élargissant, en faisant une synthèse, en expliquant pourquoi le vrai problème il n'est pas là, etc. Quand vous êtes en pour ou contre, oui, ça fait des plans à 2 parties, c'est Sciences Po, degré zéro de la pensée. Je me fais des petits plaisirs. Je suis diplômée Sciences Po, j'ai droit. Bon, il y a une réalité aussi qui bloque énormément les évolutions dans la manière d'enseigner. C'est des réalités politiques. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais je voudrais un peu revenir dessus. L'éducation nationale, elle a besoin d'évaluer, mais elle a aussi besoin de contrôler ses professeurs, et notamment de contrôler pour s'assurer que ça soit à peu près la même qualité dans tous les points du territoire. Et donc elle paie ses professeurs, comme je disais tout à l'heure, sur la base de choses qui sont très standardisées. Et donc toutes ces réalités, avec un système, programme identique, groupe identique, même type d'évaluation, mêmes examens, même taille de classe, même format horaire,
heures de cours, exercices standardisés, surtout dans les classes à examen où on bachote, on refait sans arrêt l'examen qui va vous être donné en fin d'année. Ben, tout ça, en fait, c'est extrêmement... et bien sûr, les contraintes budgétaires, c'est évident. Mais tout ça, ça rend le processus d'innovation pédagogique extrêmement difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, la première des choses, je pense que ça serait absurde de considérer que finalement, puisqu'on s'adresse à une génération hyper connectée, la chose qu'il convient de faire, c'est de donner dans l'instantanéité pour arriver à intéresser la génération hyper connectée. Donc, au lieu de traiter l'histoire, on traite l'hyperactualité. Au lieu de s'inscrire dans le temps long, on va s'inscrire dans le temps court. Au lieu de prendre son temps, on ira très vite, etc. Donc, à mon avis, c'est une erreur d'abonder dans le sens naturel de la génération hyper connectée. Penser, ça repose sur la catégorisation, la discrimination, l'organisation des informations en elles, la hiérarchisation. Bref, penser, c'est une réalité sélective et organique. Donc, penser, c'est synthétiser, problématiser le réel. Or, sur Internet, on l'a vu, c'est tout le contraire. Tout est donné en désordre et sans hiérarchie. Ce qui fait que si on veut réagir et si on veut voir ce dont la génération hyper connectée a plus que jamais besoin, eh bien, c'est évident qu'il faut travailler sur ce travail de hiérarchisation et de catégorisation et d'organisation des données, avant tout. De la structuration des données. À la limite, il faudrait apprendre, en se baladant sur différents sites, à faire une espèce de schéma pour arriver à une sorte d'arbre logique de connaissances, pour arriver à voir comment ça se structure et qu'est-ce qu'on fait des informations qu'on peut glaner sur Internet. Mais ça rejoint ce que vous disiez au départ, pour hiérarchiser, pour organiser, ça suppose d'avoir déjà un terreau de structure. Oui. Et qui ne se fait pas forcément là, du coup, par non. Comment dire, l'apprentissage sur Internet, c'est pas le tout de l'apprentissage. Mais on peut très bien imaginer des alternances où, à des phases où vous avez un minimum de base et de structuration et justement d'organisation du paysage en termes logiques, et ensuite des phases où sur Internet vous essayez d'apporter de la nourriture par rapport à cette structuration, mais sans jamais sacrifier l'aspect de narration et de réappropriation de ce qu'on écrit. Et c'est là qu'on est le plus défectueux, et c'est là qu'à mon avis l'institution n'est pas assez exigeante. On accepte trop du copier-coller sans réécriture. Dès qu'il y a réécriture, il y a appropriation minimale. Pas forcément extraordinaire, mais il y a appropriation. Si on fait que faire du copier-coller, il n'y a aucune appropriation. Le nombre de fois où des étudiants rendent des exposés qu'ils n'ont pas lus, avec des bouts qu'ils n'ont pas lus, c'est très fréquent. Donc, l'école, elle doit elle-même, dans sa manière de fonctionner, assumer le rôle de sélection des connaissances, plus que jamais. Et du coup, ça veut dire qu'en termes de ces programmes, je pense que c'est très important qu'elle aille vers des programmes beaucoup moins extensifs. Vous savez que la tendance actuelle, c'est vouloir tout couvrir, l'ouverture au monde, alors on fait ci, on fait ça, on fait de la biologie, et puis alors, si possible, on connecte les programmes et les matières entre elles, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Mais c'est pas du tout ça dont on a besoin, parce que précisément, Internet rend ça très facile. Cette préoccupation, elle est complètement décalée, elle est décalée de 40 ans. Elle avait un sens à l'époque où les choses étaient très segmentées, et où la ressource était rare. À une époque où la ressource est surabondante et où sans arrêt on passe d'un champ de la connaissance à un autre sans même s'en rendre compte et sans même être doté des outils méthodologiques qui permettent d'avoir une bonne utilisation rigoureuse de chaque domaine de connaissance, c'est tout le problème, c'est tout le contraire qu'il faut. Il faut apprendre une méthodologie de la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que la méthodologie propre à l'économie, la manière de penser en économie, c'est pas la manière de penser en droit. C'est pas la manière de penser en mathématiques et pas la manière de penser en sciences du vivant, la nature du vivant. Et donc ça, plus que jamais, il faut l'apprendre. Il faut mettre l'accent sur ce qui fait le génie propre et le type de raisonnement propre à chaque matière, de manière à éviter cette grande bouillie, ce grand melting pot de connaissances de nature tout à fait différentes. Donc on voit qu'en fait, ce qu'il faut apprendre à l'époque hyper connectée, c'est plutôt de faire un travail d'approfondissement, de prendre le temps de comprendre comment fonctionne la pensée, quels sont les champs de connaissances, comment ils s'organisent entre elles, comment fonctionne la logique, comment on catégorise, qu'est-ce que ça veut dire catégoriser le réel, pourquoi on ne peut pas penser le réel sans le catégoriser. Donc en fait, ça revient à faire de la logique, ça revient à faire de la rhétorique, que vous faites ici, ça revient à faire de la philosophie, beaucoup plus qu'avant. Et ça revient à faire de la critique des sources beaucoup plus qu'avant. Et l'idée de couvrir tous les champs de la connaissance à l'école n'a aucun intérêt.
Et par contre, la maîtrise du langage, et la maîtrise des manipulations du langage, et la finesse, et la question des définitions, elle est plus que jamais déterminante. Or, là-dessus, vous le savez certainement, ça fait à peu près, pareil, 30 ans qu'on a complètement renoncé à exiger des définitions. C'est très rare qu'on vous demande des définitions, sauf en droit, bien sûr, mais je veux dire, dans les classes de base, on ne vous demande pas de définir les choses. On ne vous demande pas de par cœur. On dit ce qui compte, c'est de réexprimer avec ses propres mots. Mais ce n'est pas vrai. C'est vrai au niveau synthétique, arriver à se réapproprier un contenu réel. Mais ce n'est pas vrai au niveau des définitions précises des éléments élémentaires d'une pensée. Si au niveau des éléments élémentaires d'une pensée, vous êtes dans l'approximation, vous ne pouvez rien faire de bon. Et par contre, si au niveau global d'une pensée, vous êtes dans le copier-coller non reformulé, ça ne va pas non plus. Donc il faut réinverser en fait les pratiques habituelles. Donc, d'une manière aussi évidente, dans la mesure où la génération actuelle et où tout pousse à l'immédiateté, à l'ultra-contemporain, et tout pousse aussi à une hyper-attention à ce qui change, à ce qui est nouveau, y compris d'ailleurs dans le rapport à ces petits machins. Quand on voit des gens qui ont passé pourtant l'âge de l'adolescence se ruer vers les magasins Apple et passer la moitié de la nuit dehors dans la rue pour être sûr d'avoir le premier... on se dit que c'est quand même complètement hallucinant. Le rapport à la nouveauté, c'est complètement pathologique. Donc, là aussi, il y a un travail de résistance à faire. Ce qui est important, c'est pas ce qui est nouveau. Ce qui est important, c'est ce qui est universellement vrai. Ce qui est important, c'est ce qui est vrai au-delà de ce qui se démode. Et là aussi, c'est un plaidoyer, finalement, pour des choses assez fondamentales, comme la philo, l'anthropologie, le temps long, l'histoire, etc. Donc, pour moi, c'est ça la réponse aussi au caractère hyper connecté. Alors je voulais aussi, je réinsiste pas sur le plaidoyer pour l'incarnation, etc. Je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Par contre, je voudrais revenir sur un aspect que je n'ai pas déployé, qui est un aspect très important, qui m'a beaucoup frappé quand j'étais en Russie. C'est que je pense que l'hyperconnexion et l'actualité, enfin le mode de vie actuel, ça plaide énormément en faveur de retour à une relation maître-élève personnalisée très forte, qu'on a complètement perdue en France pour des raisons diverses, la massification, mais aussi l'organisation de l'espace. Dans une école normale, vous n'avez pas un seul bureau où un élève et un maître peuvent échanger. Vous n'avez pas un seul endroit de convivialité où ils peuvent discuter en dehors d'un face-à-face très contraint. L'organisation du temps est telle que ce soit les élèves, que ce soit les maîtres, il faut qu'ils courent dans les couloirs, il n'y a pas moyen d'avoir du temps. Donc il y a des pays qui résistent à ça. Vous voyez par exemple ce qu'est la réalité d'une université britannique. C'est un autre monde. Ils prennent le temps. Une université britannique, par exemple, l'université d'Édimbourg, les professeurs sont payés pour avoir des échanges sur Internet avec les élèves, prendre du temps pour les coacher et les recevoir dans leur bureau. Donc ils ont un service qui est un service d'enseignement, et puis ils ont du temps pour préparer leurs cours, avoir une vie intellectuelle, et puis ils ont du temps pour l'interaction essentiellement numérique, mais aussi physique, dans une certaine mesure, avec les élèves. Donc ça, on en est très très loin. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, ce que j'ai vu en Russie qui m'a paru extrêmement importante, c'est qu'en fait, ce qui fait la force d'un professeur, il y a plusieurs choses, mais c'est le dialogue entre personnes vivantes, c'est aussi l'amitié dans la recherche de la vérité. Et ça, c'est une chose, c'est une définition qui vient d'Aristote, mais c'est une chose qui est complètement exotique en France. Amitié dans la recherche de la vérité, pensez à vos années de collège et de lycée. Non. Et pourtant, c'est des choses qui existaient au Moyen-Âge en France. Vous savez, vous connaissez le concept de nation au Moyen-Âge? Ça vous dit quelque chose, les nations dans l'université? En fait, les nations, c'était des groupes qui étaient organisés. Et ces groupes, ils pouvaient être par exemple de telle ou telle région. On appelait ça des nations, les Basques ou les qui en veut. Et ces nations étaient organisées où il y avait à la fois les professeurs et les élèves dans la même nation. Et ils avaient une vie commune. Parfois, ils vivaient dans les mêmes endroits, ils mangeaient ensemble. Ils avaient une véritable communauté de vie. Et donc, forcément, qu'est-ce qui se passait?
eh bien, les élèves assistaient à leur professeur qui, en dehors des cours, traduisait, créait des choses. À l'époque, il était beaucoup plus religieuse. Il pouvait tout à fait écrire un hymne pour je ne sais pas quoi. Donc, il voyait le professeur dans une dimension qui était de transmission, mais qui était aussi de création. Et c'est ça que j'ai retrouvé en Russie. C'est ça que moi, j'ai vécu aussi dans mes études de musique. C'est que dans les études de musique, vous avez aussi cette relation où le professeur, il n'a le droit de vous enseigner que parce que, enfin, à haut niveau, que parce que lui-même, c'est quelqu'un qui vit de son art, que parce que lui-même, il est créatif, parce que lui-même, il joue, il vit de sa musique. Un professeur qui serait purement professeur, qui n'aurait pas été au moins à un certain niveau de sa vie un interprète absolument génial, il aurait des élèves de conservatoire de petites provinces. Donc il arrive un moment où la séparation des rôles touche à sa fin. Vous voyez bien que si vous avez des professeurs, et j'espère que vous n'en avez pas trop ici, qui n'ont jamais vécu ou qui ne vivent pas de l'art qu'ils prétendent vous transmettre, c'est pas possible. Et ce qui est génial en Russie, je vais faire l'éloge de l'Union soviétique. C'est merveilleux, vous avez l'impression de voir Poutine. Ce qui est merveilleux en Russie, c'est qu'à cause de la contrainte économique extrêmement forte pendant l'Union soviétique, eh bien, ils étaient obligés d'avoir des vies parallèles. Les professeurs étaient obligés non seulement d'enseigner, mais aussi de continuer d'avoir une vie intellectuelle, d'être dramaturge, d'être traducteur, de faire des expériences de laboratoire selon leur domaine. En fait, ils étaient obligés de ne pas être uniquement des professeurs. Et ça continue maintenant parce que les conditions économiques ne sont pas tellement mieux. Et moi, je me souviens très bien être allée au lycée classique ça s'appelle le gymnasium classique de Saint-Pétersbourg. Et les professeurs avaient une vie de l'esprit qui débordait complètement le simple cadre de l'enseignement. Et c'était complètement communicatif. C'est-à-dire que vous avez des professeurs qui, par exemple, étaient les plus grands dramaturges de la place de Moscou. Du coup, ils associaient leurs élèves, ceux qui voulaient, qui avaient le temps, à la traduction de tel ou tel aspect qu'ils avaient récupéré d'Angleterre ou je ne sais pas quoi, à la préparation du décor, à la mise en scène. Ils les associaient à une vie qui était largement au-delà des seuls exercices académiques du cours. Et quand vous voyez un professeur qui est en situation de vivre réellement de la vie de l'esprit qu'il prétend vous inculquer, ça change tout. Ça intègre la vie au vrai sens du terme, non pas de faire venir le planning familial à l'intérieur pour montrer qu'il n'y a pas que l'étude, mais il y a aussi d'autres activités possibles. C'est pas ça, intégrer la vie, mais intégrer la vie, c'est montrer qu'on vit de la vie de l'esprit. Alors, à notre modeste échelle, pareil, dans le cas des écoles Espérance banlieue, on essaie de faire ça. Je vais vous donner un petit exemple. Donc, dans ces écoles Espérance banlieue, beaucoup d'élèves considèrent qu'étudier, c'est nul, quoi. Ça n'a aucun intérêt, c'est pour les bouffons, ça n'existe pas. Et quand ils rencontrent en fait des professeurs qui, au moment de la récréation, sortent une guitare, récitent des poésies, improvisent au piano, font de la danse, sont un peu surpris. Quand ils voient des professeurs qui partagent et qui continuent à étudier, il y a des professeurs qui continuent à étudier à l'université, il y a des professeurs qui écrivent, qui composent, qui font du théâtre, ils sont un peu surpris. Et il y a un témoignage humain, il y a une exemplarité du professeur qui, par son témoignage personnel, montre que cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est une dimension qui retourne à l'idée d'incarnation dont je vous parlais tout à l'heure, qui me paraît plus que jamais nécessaire à une époque où l'hyperconnexion fait que finalement, on a l'impression qu'on n'a plus tellement besoin de maîtres ni de modèles. Après tout, on trouvera toujours mieux sur Internet, etc. Mais il y a un témoignage dans le caractère physique qui est absolument fondamental et, à mon avis, auquel il faut retourner de toute urgence. Alors, là, je pousse le bouchon un peu plus loin, mais après tout, c'est peut-être pas l'endroit le pire ici pour le faire. Il y a une autre chose aussi qui me paraît absolument frappante, c'est que forcément, la manière, le rapport qu'on va donner à la connaissance et à l'utilisation de son temps aux élèves, il dépend largement de la conception de la vie qu'on peut avoir. Donc il y a des questions de fond qu'on est obligé de se poser, notamment sur une optique qui est matérialiste ou qui ne l'est pas. Si on fait l'hypothèse que la vie ne se réduit pas à des actes de consommation et de recherche de plaisir, ou de divertissement, ce qui revient au même, mais qu'elle doit être sous tension par une recherche de soi, de sa singularité, la recherche d'une vie intérieure, qui tire nécessairement son sens de sa relation au vrai, au bien, au beau. Bref, si on ne souscrit pas à la thèse matérialiste, alors il y a quand même un bien à préserver. Après vous, c'est lequel ?
Oui, mais peut-être une étape intermédiaire. Ça me dit quelque chose? Non. Oui. Et si on n'est pas juste fait pour la production matérialiste et la recherche de plaisir, qu'est-ce qu'il faut dans les conditions de vie préserver absolument? Oui, alors moi je suis sur l'étape intérieure. Il y a un bien à préserver absolument, c'est le silence. Il y a un bien à préserver absolument, c'est la disponibilité intérieure pour la vie de l'esprit. Sinon, si on ne le fait pas, ça veut juste dire qu'on se résout à être matérialiste. Il n'y a pas 50 solutions. Et donc nous, en tant que professeurs, on a un rôle qui est majeur. On a un rôle qui est d'essayer de créer des conditions par l'environnement, par tout ce qu'on veut, pour que cette disponibilité à la vie de l'esprit, je ne dis même pas à la vie de la foi, quoi que ce soit, je parle de la vie de l'esprit, soit possible. Et pareil sur un plan politique. L'homme étant en fait un animal social, il convient qu'en le formant, on lui donne l'habitude de rester disponible non seulement à la vie de l'esprit, mais aussi, et c'est lié, selon le lien de nécessité, à l'engagement pour le bien commun de la cité. Pourquoi je parle de ça? Ça reboucle un petit peu avec ce que je vous disais au tout début, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de vous laisser interrompre constamment, si vous avez l'habitude finalement de décider que l'aune de votre activité, c'est vous-même, c'est vous qui déconnectez quand vous voulez, c'est vous qui passez d'une page à l'autre, et que vous n'acceptez pas finalement de recevoir ce que l'autre peut vous donner, qui ne correspond pas forcément à ce que vous avez décidé, finalement, vous êtes largement un être inapte à la vie sociale. Parce que dans la vie sociale, vous ne recevez pas toujours ce que vous voulez recevoir. Et pourtant, si vous n'êtes pas ouvert à ça, vous ratez tout. Vous allez finalement recevoir du monde que ce que vous auriez pu recevoir de vous-même. C'est quand même un peu absurde. Et donc ça aussi, on voit bien que sur le plan politique, sur le plan social, ça a aussi une implication. Et ça, c'est aussi un petit peu lié à la question de volonté qu'on soulignait tout à l'heure. Donc, dans l'ingénierie pédagogique, on doit tenir compte du fait que l'homme doit préserver et cultiver son intériorité, chercher ce qui est vrai et, last but not least, s'engager pour cette vérité qu'il a éprouvée comme vraie. Donc, c'est ce que j'appelle la dimension politique et morale de la pédagogie, c'est-à-dire que les conceptions pédagogiques sont nécessairement liées aux conceptions philosophiques, et donc, dans la question de l'hyperconnexion, là aussi, on doit absolument savoir, pour répondre à la question que vous me posez ce soir, savoir vraiment, non pas simplement comment on transmet à l'homo connected, ou connectus, je ne sais pas comment on veut, mais aussi, est-ce que vraiment on est prêt à éviter, est-ce que vraiment on ne doit pas aussi chercher à éviter le règne sans partage de l'homo connectus? Est-ce qu'il ne faut pas aussi essayer de faire des temps de déconnexion? Est-ce qu'il ne faut pas aussi donner le goût de se préserver? Alors c'est devenu, ça fait partie du régime bio, vous savez, vous mangez des carottes, vous vous déconnectez 3/4 d'heure par jour, vous faites un peu de yoga, oui bon, je veux dire, c'est bien au-delà de ça. Ça c'est juste un peu, il faut marcher, oui, il faut pas manger que des pop-corn, il ne faut pas être tout le temps sur internet, d'accord, mais c'est bien au-delà de ça. Est-ce qu'il n'y a pas une ascèse à voir? Est-ce qu'il n'y a pas à avoir une réflexion? Est-ce qu'on est obligé de vivre en tant qu'homme connecté? Après tout, est-ce que c'est une fatalité? Et si oui, comment on la domestique? Donc, de certaine manière, je pense qu'un enseignement vraiment en phase avec la réalité des hommes connectés, c'est un enseignement qui enseigne à la dissidence par rapport à la connexion. Pas en permanence certainement, mais en tout cas, il faut rester maître de ça. Être capable, se forcer peut-être au silence, à la lenteur, à la linéarité d'un livre, à la corporéité de la nature, rapport à la matière, réhabilitation des activités manuelles dans le cadre de l'enseignement pour rééquilibrer la personne en mal de réalité physique. Moi, je crois que plus que jamais, il faut réintégrer les enseignements professionnels, des activités de lien avec la matière, précisément parce qu'on est emporté dans une dématérialisation de notre existence. Et là aussi, les Britanniques ont beaucoup de choses à nous montrer parce qu'ils ne séparent pas les enseignements professionnels d'un côté pour ceux qui ne sont pas capables, et puis les enseignements de plus en plus dématérialisés pour les capables, pas du tout. Vous avez la possibilité de choisir des options qui sont très physiques, et comme ça, ça vous équilibre et ça vous donne de vrais choix. Donc, d'une certaine manière, la pédagogie en direction de l'homme connecté, hyperconnecté, doit être une remédiation aux pathologies que cette posture de vie induit. Bon, je crois que vous avez compris tout ça. Je ne m'étalerai pas plus pour qu'on ait le temps d'échanger.
Je regarde s'il y a un point ou deux. Alors, si quand même, je ne voudrais pas rester purement sur un plan philosophique, c'est peut-être un grand mot, enfin de considération plus générale. Je voudrais revenir avec un certain nombre de préconisations concrètes. Si on se met là plutôt au niveau des collèges, enfin des écoles primaires, collèges, lycées, pas forcément au niveau du supérieur, finir par quelques aspects plus concrets. Il y a un syndicat qui s'appelle SE-UNSA qui dit on devrait s'interroger sur la pertinence de l'équipement individuel. Est-ce que la bonne logique, c'est de donner des tablettes, une tablette par élève, ou est-ce que la bonne logique, ça ne serait pas de se servir des outils connectés avant tout pour apprendre à la collaboration, et donc de se servir d'outils qui sont conçus même physiologiquement pour être collaboratifs. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement lié à la création de contenu numérique et de logiciels et d'avancées sur ce plan-là. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il se trouve que mon neveu est un des plus grands spécialistes d'informatique théorique, c'est-à-dire la création d'algorithmes pour régler des problèmes. C'est pas le fait après de les faire, mais c'est le fait de les penser, donc en maths. Et il coach des équipes qui font des concours dans le monde entier. Et le concept du concours est très intéressant. Donc vous avez 10 problèmes à régler. Vous avez par exemple 3 heures ou 4 heures, ou peut-être 5, je ne sais plus. Et vous êtes une équipe de 3, mais vous avez un ordinateur. Et donc, vous imaginez le challenge que ça représente. Vous avez 10 questions à régler, vous avez un ordinateur, vous êtes 3. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, vous êtes obligé d'apprendre à partager. Par exemple, quand vous bloquez, vous devez être capable d'expliquer ce que vous avez voulu faire et où vous en êtes, et ce que vous devez avoir fait soit être communicable à l'autre pour qu'il reprenne vite. Donc, vous devez être capable d'expliquer ce que vous faites. Vous êtes obligé de partager, vous êtes obligé de passer par le langage, vous êtes obligé de vous entraider, et vous avez une contrainte de matière qui est l'ordinateur unique. Moi, je trouve que ce concours est absolument génial dans sa conception, et c'est sûrement dans cette approche-là qu'il faut essayer d'utiliser les outils au niveau vraiment pédagogique pour en tirer le plus grand apport. Parce que c'est vrai, en particulier en France, qu'on est particulièrement mauvais dans la capacité à coopérer pour produire quelque chose, et que ça peut être la manière de produire une coopération intelligente. L'autre aspect plus concret qui me paraît important, c'est que là aussi, au lieu de consommer des logiciels tout faits, du matériel tout préfabriqué, vous avez juste à faire on, et puis hop, c'est complètement intuitif, vous appuyez sur des icônes et c'est tout. C'est beaucoup plus formateur d'apprendre le code informatique. Et ça peut se faire assez tôt, dès la fin du primaire et le collège. Surtout que ça vous met en posture d'auteur, de créateur. Là encore, ça vous met dans une posture active. Ça vous fait prendre conscience de la conformation de l'outil, ça vous fait prendre conscience du fait que l'informatique et le numérique est un langage qui conforme votre esprit et votre raisonnement. Parce que quand vous programmez, vous êtes obligé de programmer tout un raisonnement, et ce raisonnement, il guide votre propre raisonnement en tant qu'utilisateur. Donc, c'est aussi un outil de libération et de développement critique, mais pour le coup, par le numérique, par la connaissance du code. Alors là aussi, il y a des problèmes réels, c'est qu'il y a très peu de gens capables de faire la formation. Là où on en trouve le plus, c'est les matheux, mais il n'y en a pas tant que ça dans le primaire pour commencer. Et donc, il y a vraie difficulté concrète de mise en place de ce type d'idées. Bon, au baccalauréat, Luc Châtel a lancé une option qui s'appelle Informatique et sciences du numérique, et qui n'est proposée qu'aux professeurs qu'aux élèves de terminale scientifique, dans la moitié des lycées. C'est un début, mais on voit bien qu'il y a un vrai problème de ressources pour avancer, puis à mon avis, c'est assez tard pour le faire. On pourrait essayer de développer tout ça dans le cadre périscolaire, mais là, on a des vrais problèmes, parce que c'est à la merci des communes qui, chacune, ont leur manière de voir les choses, et c'est pas évident. Et je voudrais finir par la dernière évolution qui me semble à peu près incontournable, et que j'ai plus ou moins décrite par petites touches pendant le petit exposé. C'est qu'il y a une révolution à laquelle on est, à mon avis, plus ou moins condamné, c'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée.
Vous connaissez ce que c'est? Non? C'est un concept pour décrire une chose assez simple. La pédagogie inversée, c'est tout simplement que, au lieu d'avoir un cours théorique, et puis derrière vous faites avec le professeur, puis derrière vous faites des exercices plutôt chez vous, puis le professeur corrige, en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'apprentissage du cours, c'est comme si on vous donnait des bouquins, sauf qu'en général c'est dématérialisé, mais ça peut ne pas l'être. Ça peut être tout simplement des bouquins. Ou alors, autre version, ça peut être un amphi, où vous réunissez par exemple tous les élèves d'une école, vous faites le cours de maths, et après, vous mettez la ressource humaine de professeurs pour faire de tout petits groupes d'interaction où on parle, où on va plus loin, où on fait des applications, où on cherche à inventer de nouveaux problèmes ou de nouvelles applications par rapport à cette connaissance. Donc ça inverse complètement l'habitude institutionnelle qui est quand même de délivrer le cours et puis de renvoyer au temps hors scolaire pour faire les exercices la plupart du temps. Donc cette pédagogie, ça me paraît une avancée à peu près inéluctable. Elle est expérimentée dans un certain nombre de classes et d'écoles en France, mais il y a une réticence assez forte des institutions parce que ça chamboule tout, évidemment. Ça chamboule les lieux, ça chamboule les habitudes, ça chamboule la manière d'évaluer les professeurs. En fait, c'est une vraie révolution. Moi, je trouve ça intéressant pour une raison importante, c'est que ça nous permet d'une part de développer le sens de l'étude personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment sous-développé depuis un certain nombre de siècles, où on a tendance à recevoir de manière passive le cours, à le rabâcher, mais il n'y a pas une implication, une étude personnelle. Non, des élèves. Le professeur peut-être aussi, mais là, je parle vraiment des élèves. Et donc, dans la pédagogie inversée, vous êtes tout seul face à votre cours. Il va bien falloir que vous y réfléchissiez, parce que si vous attendez les petits modules d'échange en classe, ça va quand même pas être facile. Donc vous êtes obligé de vous confronter à la difficulté et d'essayer de faire un vrai effort personnel. Ensuite, il y a une autre chose qui me paraît très intéressante, c'est que, en tout cas moi j'étais comme ça, il y a un certain nombre de gens dont l'intelligence fonctionne de la manière suivante, ils ont besoin d'avoir le tout pour comprendre la partie. Et tant qu'on vous a pas donné la totalité du cours, vous voyez pas très bien l'intérêt de la chose. Et moi, j'étais comme ça. J'attendais que tout le cours soit fini. Je comprenais pas grand-chose, ça m'ennuyait. Je lisais le cours, j'avais compris instantanément, une fois que j'avais la totalité. Donc, pour ces gens-là, je pense que je suis pas la seule. C'est quand même beaucoup plus puissant d'avoir la totalité du cours. Là aussi, si vous prenez les Russes, excusez-moi, mais je suis très russophile, pour des raisons parfois économiques ou autres, ils ont des manuels. Ces manuels ne sont pas du tout des manuels calés sur une année. C'est des manuels par matière. Vous avez toute la GELP, quasiment du CP au bac, dans un bouquin. Donc, le gamin qui ça intéresse, il peut avancer. Il peut avancer de plus en plus. Il n'est pas du tout tributaire d'un séquençage pensé par l'État pour lui. Parce que c'est complètement absurde de dire non, tu iras jusque-là, tu n'iras pas au-delà. Non, c'est comme ça. Sinon, il faut sauter une classe, mais c'est mal vu. Parce qu'on est tous égaux, en nature et en droit. Donc, il faut rester où tu es. Donc là, vous voyez, il y a un vrai problème. Donc ça, rien que par rapport au sens de l'étude, c'est à mon avis fondamental. Et par rapport à la liberté que ça donne, c'est quand même assez fondamental. Donc, ça peut être une révolution qui peut être vraiment, vraiment bénéfique. En tout cas, ça mérite d'être sérieusement expérimenté. Alors, en conclusion, j'espère qu'on va avoir un temps d'échange. Ce que je voulais dire, c'est que j'étais un peu surprise de trouver finalement autant d'intérêt à préparer cette petite intervention dans la mesure où je ne suis pas particulièrement connectée. Et ce qui m'a paru le plus important, c'est de me rendre compte, en définitive, finalement de la permanence de préoccupations à travers les siècles, au-delà des changements de conditions matérielles. La préoccupation de savoir comment on fait un homme, la préoccupation de ne pas déconnecter l'apprentissage intellectuel de la formation de la volonté. Et là, avec l'histoire de l'hyperconnexion, on se retrouve obligé d'affronter la question de la formation de la formation de la volonté. Parce que si on laisse un être hyperconnecté sans formation de la volonté devant un écran, ce sera pire que l'époque où il y avait 3 bouquins pour faire ses études.
Voilà. Vous avez parlé de la Russie, vous avez parlé du Royaume-Uni. J'aimerais savoir si vous avez une vision sur d'autres pays. Je me réfère tout le temps à PISA, commerce, l'enquête internationale du sujet des acquis. Et je suis traumatisé par la chute lente mais sûre du niveau scolaire en France. Oui. Et j'aimerais savoir si justement le fait d'avoir aujourd'hui une population de jeunes connectés dans les autres pays leur permet soit de conserver leur place en tête pour les pays asiatiques, soit de progresser. Oui, il y a des cartes entre la France et les autres pays. C'est pas par rapport à la question de la connexion. En tout cas, il y a des études récentes, mais j'ai pas les références exactes. J'ai que des sources indirectes qui expliquent que les écoles qui ont choisi le tout numérique, c'est-à-dire pas de support écrit, etc., en fait, ont de moins bons résultats. Donc ça, c'est au niveau collège, primaire, collège, lycée. Moi, ce à quoi je crois, mais je ne réponds pas vraiment encore à votre question, c'est à l'intelligence de la main, ce qu'on appelle l'intelligence de la main, à laquelle, par exemple, la Fondation Bettencourt est très attachée, parce qu'elle donne un prix pour l'intelligence de la main. Il y a beaucoup de choses qui, au niveau neurologique, passent par la main. Et donc, le fait de solliciter sa main, finalement, de manière extrêmement pauvre, qui est les quelques petits gestes qu'on fait, le fait de ne pas développer l'apprentissage, ou de moins le développer, je pense que ça a des conséquences importantes, y compris purement physiologiquement, sur les capacités intellectuelles. Alors après, dans le monde entier, qu'est-ce qui marche pas? Bon, même si PISA est intéressant, parce qu'en termes relatifs, on voit que d'une année sur l'autre, on est de pire en pire depuis 2000, enfin de 3 ans en 3 ans, on dégrade. Donc même si le standard n'est pas forcément très pertinent, ce qui est évident, c'est que ça va de moins en moins bien pour nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà de nos discours hyper égalitaristes, la France est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE. Donc c'est quand même ce qui ressort surtout. Et des matières où on était bon, comme par exemple les mathématiques, sont devenues des matières où on est complètement distancé. Donc pourquoi, comment je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression en allant dans d'autres pays que ça soit tellement mieux fait que nous. Oui, c'est vrai, mais par exemple en Asie, je connais mal la situation, mais le peu que je vois montre d'abord qu'ils travaillent beaucoup en termes horaires, qu'ils font énormément marcher leur mémoire et qu'ils font énormément de répétitions, de séquences répétées d'applications. Toutes choses qui ont complètement disparu en France. On ne travaille pas beaucoup. On fait pas de... Je vois des soupirs à droite à gauche. On travaille... Non, mais pas beaucoup. Par rapport aux Asiatiques, c'est évident. On ne fait pas beaucoup marcher sa mémoire. C'est supposé être quelque chose d'archaïque et dépassé par le fait que, justement, on a toute la mémoire à portée de clic. Et on ne fait pas beaucoup de séquences répétées. C'est-à-dire que comme on a des programmes très extensifs, forcément, on ne peut pas répéter. On est obligé de passer d'un exercice à l'autre, d'un programme à l'autre, et on ne peut pas assimiler en profondeur. Alors... De mon point de vue, c'est peut-être plus ça qui fait, par exemple, la supériorité d'Hong Kong ou de pays comme ça. Des méthodes aussi qui sont... si on prend la méthode de Singapour, par exemple, pour les mathématiques, c'est une méthode qui est quand même pareil, qui repose sur des mécanismes de répétition d'apprentissage d'exercice qui sont très puissants par rapport à ce qui se fait en France. Donc, là aussi... Je ne sais pas si c'est vraiment lié à cette question. En tout cas, j'ai pas la connaissance. Est-ce que vous-même, vous avez des aspects importants là-dessus? À travers des reportages, j'ai vu que dans les pays asiatiques, ils utilisaient de plus en plus des outils connectés. Mais bon, ça n'explique pas leur avance. Simplement qu'ils l'ont mis vraiment au bout du jour. Oui. Il faut voir si ça leur permet de consolider leur avance, parce que toutes les questions d'efficacité, ça se juge dans le temps. Donc il faut voir si dans 10 ans, ils sont toujours fidèles à cette orientation. C'est un peu surprenant ce que vous êtes en train de dire concernant les mathématiques. Parce que je pensais justement, alors je ne sais pas si vous raisonnez en moyenne, si vous raisonnez, je ne sais pas comment vous raisonnez pour dire que la France a reculé, d'après le peu de mémoire que j'ai, ces 10 dernières années, je n'ai pas voulu dire une médaille
Michael Fields de Nord-Asie. On a eu plusieurs Français. Et je ne vois pas pourquoi on est en train de dire que les mathématiques en France sont en train de régresser, alors que je pense que c'est justement l'inverse. Vous connaissez certainement Laurent Laforgue, n'est-ce pas? Ouais. D'abord, c'est lui-même qui le dit. Et ensuite, les médailles Fields, c'est, si vous voulez, c'est vraiment le dessus, dessus du panier, c'est pas représentatif. Et puis quand vous prenez une université de mathématiques en France, c'est les profs russes qui font cours à des Chinois. Donc, je veux dire... non, mais au niveau, c'est quand même ça. Donc, ce que dit Laurent Laforgue là-dessus, que j'ai entendu parler il y a 3 semaines, c'est que on est capable de faire de bons mathématiciens d'exécution, mais aujourd'hui, on n'est plus capable de faire des bons mathématiciens d'innovation, capable vraiment de faire des ruptures. Et pour lui, une des explications, alors ça n'a rien à voir avec l'hyperconnexion, etc., c'est tout à fait archaïque comme explication. Ça vient de la déculturation, notamment la déculturation classique. Le fait qu'on a de moins en moins de gens qui sont enracinés dans une réelle culture classique et notamment une réelle maîtrise fine du langage. Parce que selon Laurent Laforgue, les mathématiques, c'est avant tout de la rédaction. De la rédaction fine. Et donc, si on n'a pas une maîtrise fine du langage, en réalité, on ne peut rien trouver. Et il cite toujours le fait que la plupart des grands mathématiciens mondiaux, c'est des gens, il y a beaucoup de juifs, et parmi ces juifs très représentés, quand on voit qu'est-ce qu'ils ont fait comme type d'études, il y en a beaucoup qui ont fait des études talmudiques, c'est-à-dire des études où il y a énormément d'apprentissage de texte, énormément de travail exégétique, et où les mathématiques sont faites extrêmement tardivement, après l'adolescence. Donc, c'est complètement contre-intuitif par rapport à ce qu'on pense en général sur les mathématiques. J'y connais rien en mathématiques, moi, ma seule source, c'est Laurent Laforgue. Ouais, ben alors, justement, là, vous avez parlé de l'écriture, l'art d'écrire, et qu'est-ce que vous pensez dans l'enseignement de la place qui est tenue par l'expression orale? C'est-à-dire qu'il y a très peu d'examens, sauf quelques concours qui existent encore, je ne vais pas dernier, il y a très peu d'examens où on demande un oral. Et Dieu sait si un professeur ou un groupe de professeurs qui interviewe pendant 20 minutes un candidat, en 20 minutes, on voit si ça marche ou pas. C'est peut-être présomptueux ce que je dis, mais c'est beaucoup plus pertinent que certainement faire une démonstration ou une version. Moi, je suis partagée sur ce sujet, parce que c'est clair qu'en France, on donne très peu de place à l'oral, et on ne le valorise pas. En général, l'oral n'est pas noté. Et donc, les enfants qui sont bons à l'oral, en fait, ont très peu d'atouts jusqu'aux années du bac. Et je pense en particulier aux enfants dyslexiques, qui pourraient avoir un certain nombre d'atouts dans le domaine de l'oralité en étant libérés de l'expression écrite, et qui ne l'ont pas parce que la partie de l'oral est très peu développée. Maintenant, ce qui me rend finalement pas si friand d'oral, c'est que tant que les jeunes ou les enfants ne sont pas si bien que ça dans leur peau, et c'est quand même fréquent quand on est en phase de formation, eh bien, ils peuvent avoir besoin de la médiation de la feuille, de la protection de la feuille et du fait qu'ils n'ont pas à s'exposer physiquement pour dire ce qu'ils ont à penser. Et donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne ferai pas un recrutement que sur de l'oral, par exemple. Parce qu'il y a une pudeur, il y a une médiation, il y a une discrétion, il y a une mise à distance que propose l'écrit et que ne permet pas l'oral. À l'oral, c'est toujours quand même ceux qui ont le plus de bagou qui l'emportent. Quand même. Il y a une dimension de présence physique, il y a une dimension de savoir-faire et il y a une dimension, comment dire, de sympathie qui peut s'organiser. Et donc, pour des adultes accomplis, ça me paraît très normal parce qu'on cherche des gens qui vont pouvoir interagir, etc. Mais pour des enfants, je pense qu'il faut quand même être prudent parce qu'il faut leur laisser le temps de la maturation. Merci. Et cela impliquerait que l'écrit ne soit pas que la presse de connaissance. Pardon ? Cela impliquerait que l'écrit ne soit pas que la presse de connaissance. Oui. Mais ça, c'est un vrai problème. Ça ne devrait pas l'être. On va pouvoir continuer d'en parler pendant l'apéritif. Vous êtes tous conviés. Merci beaucoup à Nico Finet pour votre humour aussi.